Chapitre 3. Hardiesse vitale. Ce que vous osez devient ce que vous êtes. Apprenez à vous lever, à parler, à agir et à décider, malgré vos peurs, pour faire de chaque pas un acte de bravoure. L'audace de penser autrement. Nul n'est irremplaçable. Une phrase que l'on entend chaque jour. Elle paraît banale, inoffensive, mais c'est en réalité la déshumanisation que l'on sacralise ici. Car au fond, personne n'est irremplaçable. Et personne n'est remplaçable non plus. Et je vous le prouverai dans les quelques lignes qui suivent. Ne faut-il pas oser faire ce que l'on peut véritablement faire? Je vous pose la question, car je me la suis moi-même posée à plusieurs reprises. Et j'ai trouvé la réponse. L'ignorance forme le fond de tout projet de savoir. Elle est à l'origine d'une pulsion de connaissance qui peut ouvrir au plaisir d'apprendre, de découvrir, d'être surpris. Voilà ce que je me laisse aller à des phrases qui traduisent une certaine audace et une stimulation intellectuelle. Car en vérité, c'est ce que je vis à l'instant même où j'écris ces mots. Je suis tout excité par ce qui jaillit de mon esprit. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est un merveilleux café que tu nous sers là, encore une fois de plus à Nice, avec l'effort d'Ulysse, après l'Odyssée de l'éveil. Et est-ce que tu peux dire aujourd'hui que l'effort d'Ulysse est un message contemporain, sachant que Ulysse est un vieux, de la vieille? Merci pour cette question, Herman. Effectivement, j'y ai pensé longuement avant de lui donner de nouveau naissance à Ulysse, qui est effectivement un vieux de la vieille. Seulement, je l'ai présenté sous un angle différent, un angle d'aventurier, que nous sommes peut-être un peu tous les jours, puisque la vie est de plus en plus compliquée et que nous devons naviguer entre les trottinettes électriques, que nous devons traverser à la dernière minute avant les tramways, que nous devons aussi aller en courant pour rattraper le train qui va partir pour une destination, et peut-être juste traverser à la dernière minute à un feu rouge qui n'a pas donné suffisamment de temps aux piétons de traverser. Donc oui, il est vieux, mais il nous ramène à des temps que nous vivons aujourd'hui, qui sont des temps de récupération très rapide, des temps de récupération de l'effort qui doivent être mesurés et calculés. Et j'insiste énormément dans mon ouvrage à l'organisation de justement ce temps que nous vivons. Et Ulysse a traversé plusieurs années de périple avant de retrouver sa bien-aimée et sa patrie. Nous n'avons pas aujourd'hui cette obligation, mais nous avons l'astreinte du quotidien. Mais est-ce que la quête de soi, qui est une quête permanente, à un moment donné, ne nous pousse pas à abandonner? Parce que tu dis la quête de soi sans jamais abandonner. C'est pénible, c'est fatigant. Quand on sait que dans notre société, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui mènent une vie qui, faut-il le dire, n'a pas de sens. Une vie qui n'a pas de sens, une vie de mal-être, une vie, comme Sartre pouvait le dire, d'une forme de nausée intérieure, où on se lève justement, comme tu le disais, chaque matin, on court au boulot, ou on court à la faculté, on rentre le soir, à la fin du mois, on reçoit sa pitance, on paye ses factures et ça continue. À un moment donné, Ulysse, lui, il ne veut pas vivre cela. Qui sont les Ulysses de notre époque à Nice?
C'est une question à laquelle je vais répondre par les Ulysses que nous sommes sont d'abord celui qui va prendre conscience du présent, Mhm. celui qui est en plein dans la contemporanéité, c'est-à-dire un moment où tout est accessible. Aujourd'hui, tout est accessible. Ce n'était pas le cas du temps d'Ulysse. C'est pour ça que je le ramène à notre époque, pour que tout un chacun se rende compte en fait qu'il y a énormément de choses qui ont été acquises. Et merci pour tous ces inventeurs, merci pour toutes ces personnes qui ont contribué à ce qu'aujourd'hui nous puissions vivre dans un confort abondant, je dirais. Après, effectivement, et en deuxième point, qui profite du confort? Celui qui profite du confort, c'est celle qui a compris que c'est maintenant qu'il faut user de ce confort. C'est maintenant qu'il faut affirmer ses relations. C'est aujourd'hui qu'il faut proposer ses idées, aller de l'avant, faire en sorte que ce que j'aimerais réaliser se fasse dans les plus brefs délais. Et troisième point, celui peut-être sur lequel j'insisterai le plus, c'est s'organiser. S'organiser pour ne pas être tout le temps en retard. Parce qu'effectivement, ce mot retard, trop tard, les mots comme ce n'est plus possible, désolé, sont des mots aujourd'hui qui nous fâchent, nous mettent dans des postures tristes et mélancoliques. Et la réalité, c'est que nous avons tout pour être heureux. Nous avons nos familles que l'on peut rejoindre à travers une vidéo. Nous avons des connexions avec lesquelles nous pouvons accéder à de l'information, à de la recherche, qui dans le temps était uniquement possible pour ceux qui avaient la chance d'être dans les milieux scientifiques, dans les bibliothèques, qui étaient en plus inaccessibles et qui aujourd'hui sont sur nos téléphones. Nous pouvons lire sur nos téléphones. Nous pouvons être proches les uns des autres grâce aux réseaux sociaux. Et c'est ce qui me fait écrire, c'est de me rapprocher justement de mes lecteurs. Et justement, je voulais t'interroger enfin sur cette activité que tu pratiques avec beaucoup de passion depuis ces 3 dernières années, l'écriture. Et quand je t'ai connu, tu n'écrivais pas. Et maintenant que tu écris, je constate que c'est comme si tu rajeunissais. C'est comme si tu découvrais une sorte de nouveau toi. Et est-ce que ce que je décris, c'est la réalité? Sinon, la question c'est comment est ta vie d'écrivain? Vous parliez à ces écrivains qui nous écrivent, comment toi tu vis ta vie? Je n'ai pas la prétention de te demander qu'est-ce que la vie d'un écrivain. Ce serait un peu trop pompeux, une question un peu pompeuse. Mais toi, qu'est-ce que le livre a amené dans ton existence? Comment ça t'a transformé? Comment ton quotidien s'en trouve visité par les messages des lecteurs, par les activités autour du livre, par les conférences, par bientôt 1000 exemplaires vendus. Voilà, qu'est-ce que ça t'apporte d'être écrivain? C'est plutôt flatteur ce que tu viens de me dire, cher Herman. Et je te remercie d'abord parce que tu as eu confiance en mes écrits. Je te remercie parce que tu m'as logé aux éditions africaines, qui est aujourd'hui une grande famille. Nous sommes plusieurs dizaines à avoir remis nos manuscrits, nos tapuscrits à ta lecture, à ton discernement, à ton analyse. Et j'espère que nous serons encore plus nombreux. Ils sont tous les bienvenus. Voilà, grâce à ta bienveillance et à ton professionnalisme. Alors, qui est l'écrivain que je suis devenu
C'est une personne qui a réussi enfin à être en paix avec ses idées, parce que nous avons tous des idées, mais nous avons des idées qui s'entrechoquent, des idées qui nous pèsent, des idées qui nous dérangent, et nous voulons les partager, mais nous avons besoin d'un public. Nous avons besoin d'un public qui est en même temps averti et en même temps curieux. Nous avons besoin d'un public qui peut nous lire à sa guise, selon ses disponibilités. Et ça, c'est ce qui m'a permis de le devenir, quelqu'un qui parle à des gens au moment où eux ont envie de m'écouter. Et ça, je ne pouvais pas avant l'écriture. Donc, le fait de devenir écrivain m'a permis de me libérer de quelque chose d'intéressant. Et donc, moi, j'encourage toute personne à écrire, parce que c'est vraiment coucher sur du papier ses idées et être, voilà, meilleur un peu tous les jours. Merci Anis pour ce temps que tu nous as accordé. Je rappelle que ton troisième opus est en cuisine, on va dire ça comme ça, Oui, et que tu tiens le pari sur lequel tu t'étais engagé il y a 3 ans, tout à fait. une année, Un livre. un livre. Merci. Merci à toi.